Bonjour les élèves, on va essayer maintenant d'aborder les caractéristiques des chaînes de montagnes récentes et les déformations tectoniques qui les accompagnent. On va commencer par les chaînes, ce qu'on appelle les chaînes de subduction. Exemple, la cordillère des Andes. Donc, premièrement, on va essayer de situer situer ces chaînes de montagnes qu'on appelle la cordillère des Andes. Donc, des Andes. C'est une chaîne de montagnes d'environ 8000 km de long, située dans la côte ouest d'Amérique, ici, dans la côte ouest. Depuis le Venezuela, ici, jusqu'au Chili. Donc, c'est une chaîne qui est très longue. Cette chaîne, elle est due à quoi? À l'affrontement entre une plaque qu'on appelle, c'est une plaque océanique qu'on appelle plaque Nazca du Pacifique, qui s'enfonce sous la plaque continentale de l'Amérique du Sud. Donc, on va essayer d'étudier en profondeur ce qui se passe à ce niveau-là, donc au niveau de cette coupe. On va passer pour déterminer les caractéristiques de cette chaîne. Donc le schéma suivant nous montre l'enfoncement, donc c'est ça ce qu'on appelle la subduction, il y a une rirèse, donc l'enfoncement de quoi? De la lithosphère océanique ici, c'est ça la lithosphère océanique, il est constitué en bleu ici par la croûte océanique, et le manteau supérieur qui baigne dans l'asténosphère. Donc à ce niveau-là, suite à des contraintes compressives, que va-t-il se passer? Donc la lithosphère océanique, c'est celle-là, elle va s'enfoncer, elle va s'enfoncer sous la lithosphère continentale. Pourquoi? Parce que celle-là, elle est plus dense. Sa densité est 3,3. Par contre, celle-là, donc sa densité, c'est entre 2,7 et 3,1 à 3,2. Donc, au cours de cet enfoncement de la lithosphère océanique, il va y avoir un frottement entre les deux lithosphères. Donc, ce qui entraîne l'apparition de ce qu'on appelle les foyers sismiques. Donc, la région, elle connaît une activité sismique très forte. Donc, ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est l'apparition d'une fosse, hufra, donc une fosse à ce niveau-là. Et ce que vous observez ici, c'est ce qu'on appelle le prisme d'accrétion. Et le prisme, il est dû à quoi? À l'accumulation des sédiments qui ont été déjà posés sur la croûte océanique. Vu leur densité qui est très faible, ils ne peuvent pas s'enfoncer avec la croûte océanique. Donc, ils vont s'accumuler à ce niveau-là pour nous former ce qu'on appelle le prisme. Donc, on a maintenant trois caractéristiques. On a l'activité sismique, on a la fosse et on a le prisme d'accrétion. Aussi, la région, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par une activité volcanique très violente. Ce sont des volcans explosifs. Ce sont des volcans explosifs. Donc, ces volcans, ils se situent le long de la chaîne. En plus, on peut trouver ici des failles, des déformations tectoniques. On a des déformations tectoniques, on a des plis même, des plis. Donc, on a aussi ce qu'on appelle les anomalies thermiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire des anomalies thermiques? Donc, premièrement, lorsqu'on s'enfonce en profondeur de la Terre, de la surface vers les profondeurs, qu'est-ce qu'on observe? Il y a des lignes qui sont des lignes théoriques qu'on appelle des isothermes. Ce sont des courbes qui regroupent les points de même température. Donc, à une profondeur donnée, on peut trouver 400 degrés Celsius, 800, 1200, ainsi de suite. Et ces lignes, ou bien ces isothermes, sont parallèles. Mais le problème, c'est au niveau de la fosse, ici, il y a quoi? Qu'est-ce que vous observez ici? Il y a un enfoncement de ces lignes. Donc cet enfoncement de ces lignes, donc il est dû à quoi? Il est dû à quoi? À l'enfoncement de la lithosphère océanique qui est
froide, parce qu'auparavant, elle est surmontée par l'eau de l'océan. Donc, elle est froide. Donc, lorsqu'elle s'enfonce, que va-t-il se passer? Il va y avoir aussi un enfouissement de ces isothermes et c'est un indice de quoi? De la subduction. Donc, au niveau de la fosse océanique, les isothermes s'effondrent, s'enfouissent. On parle alors d'anomalie thermique négative. Pourquoi on a dit ici qu'il y a négatif? Parce qu'il y a une baisse de la température. Par exemple, si je prends cette profondeur, on a 800, mais ici, qu'est-ce qu'on a? On a 400. Donc, il y a une diminution de la température. On appelle ça une anomalie thermique qui est négative. Cette chute est due à l'enfoncement de la plaque lithosphérique. On constate un deuxième type d'anomalie. Donc, ça, c'est la question de l'an dernier de baccalauréat. C'est au niveau de quoi? Au niveau des volcans. Au niveau des volcans, donc on a ici une baisse de la température, donc c'est l'anomalie thermique négative, mais au niveau du volcan, il y a une augmentation. Pourquoi? Parce qu'il y a l'augmentation, il y a la remontée de quoi? La remontée d'un magma qui provient des profondeurs, ce qui est à l'origine de ces volcans. On parle d'anomalie thermique positive. Donc on a ici anomalie négative. D'accord? Au niveau de la fosse, vu l'enfoncement de la lithosphère, mais à ce niveau-là, on a une anomalie qui est positive. Donc, on va passer. Donc, ce sont les principaux caractéristiques. Donc, il nous reste, on a dit, une forte activité sismique. Et regardez bien les foyers en vert ici. Donc, ils sont alignés selon un plan qu'on appelle le plan de Wadati-Benioff. Donc, un plan qui est incliné. Donc, l'enfoncement de la plaque océanique dans la sténosphère provoque un frottement entre la plaque terrestre et chevauchante et la plaque océanique plongeante à l'origine d'une intense activité sismique dans le foyer, etc. Donc, on va passer maintenant, on a déjà parlé de la fosse, la présence de déformations sous forme de plis et de failles, l'activité volcanique, la formation des prismes. On va passer maintenant aux caractéristiques pétrographiques. Donc, au niveau de la zone de subduction, un magma peut prendre naissance et rester en profondeur pour engendrer des roches plutoniques. Donc, on va revenir pour voir ceci. Donc, ça peut que le magma qui prend naissance à ce niveau-là, il n'atteint pas la surface pour nous donner quoi? Des plutons. Et ces plutons peuvent nous donner la naissance de quoi? D'un type de roche qu'on appelle les granodiorites, qui ont texture grenue. Qu'est-ce que ça veut dire texture grenue? Ça veut dire que les cristaux sont de grande taille. Par contre, pour le deuxième type de roche, ce sont les roches qui naissent au niveau du volcan, ce sont les roches andésitiques. Donc l'andésite, par contre, c'est une roche volcanique, mais qui a une structure qu'on appelle une structure microlithique. Qu'est-ce que ça veut dire la structure microlithique? C'est une structure qui est constituée par des phénocristaux, donc ce sont des cristaux de grande taille, comme des minéraux qu'on appelle amphibrol, pyroxène ou plagioclase. Mais il y en a des microlithes, ce sont des minéraux qui sont de petite taille, d'accord? Et une partie qui est non cristallisée qu'on appelle le verre, ce que vous observez ici en noir, c'est une pâte en verre qui est non cristallisée, qui n'a pas le temps de se cristalliser. Donc c'est ça l'andésite qui caractérise la chaîne des ondes. Maintenant, on va passer à l'origine du magma dans la zone de subduction. Quelle est l'origine de l'andésite et des granodiorites? Donc pour cela, on va essayer d'analyser ce graphique-là. Donc ce que vous observez ici, donc, c'est ce qu'on appelle le géotherme. Le géotherme au niveau des zones de subduction, c'est l'augmentation de la température au niveau de la zone de subduction au fur et à mesure qu'on s'enfonce en profondeur. Ça, c'est ce qu'on appelle le solidus de la péridotite sèche. Et ça, c'est le solidus, c'est une courbe de la péridotite qui est hydratée. Donc, comment naît le magma au niveau de la zone de subduction? Donc, ils ont fait une expérience de fusion de la péridotite lorsqu'elle est sèche
et de la péridotite lorsqu'elle est hydratée. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? Que la péridotite, lorsqu'elle est hydratée, elle est facilement, elle fusionne facilement parce que l'eau, il facilite sa fusion. Donc, en présence de l'eau, la péridotite, pardon, elle fusionne mais partiellement. Donc, le solidus des péridotites normales sèches ne se croise pas avec les courbes des températures de la plaque plongeante. Donc ici, cette courbe, elle ne se croise pas avec celle-là. Pourquoi? Parce que les conditions ici sont... les conditions de fusion sont défavorables. Mais regardez bien la courbe du solidus lorsque la péridotite elle est hydratée. Lorsque la péridotite elle est hydratée, comme vous observez, les conditions de fusion sont favorables. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, l'eau il facilite la fusion. Maintenant, comme on est le magma, on va revenir à notre... Oui, donc ici, comme on est le magma à ce niveau, donc la péridotite qui se trouve à ce niveau, c'est une péridotite qui est sèche. Donc pour qu'elle fusionne, il faut qu'il y ait de l'eau. Mais quelle est l'origine de cette eau? Donc au cours de l'enfouissement de la lithosphère océanique, il y a des réactions minéralogiques. Donc on va parler d'un phénomène par la suite de métamorphisme. Et ces réactions, ils libèrent de l'eau. Donc lorsqu'ils libèrent de l'eau, la péridotite va devenir hydratée. Donc s'il est hydraté, l'eau va faciliter sa fusion, ce qui va nous donner naissance à un magma. Donc ce magma, une partie va monter, parce que le magma il est riche en gaz, il va atteindre la surface pour nous donner les volcans andésitiques, mais un autre magma, il peut surmonter, ou bien il peut monter pardon, mais il n'atteint pas la surface, ce qui va nous donner les plutons de granitoïdes. Donc c'est ce qu'il faut retenir pour les chaînes de subduction, surtout cette partie, je l'ai écrit en rouge, il faut l'apprendre par cœur. Et même cette partie-là, surtout ce paragraphe-là, il faut l'apprendre par cœur.